Non. Non. Après, je sais pas tous les autres, mais... J'avoue que plutôt pas. Il y a toujours le débat sur doit-on ou pas... alors, débat. Il arrive souvent, dans la presse d'extrême droite et de droite, et la presse conservatrice, de s'indigner que le point-virgule serait en train de disparaître. Voilà, je suis sûr que si je tape point-virgule actualité... Ah mais non, parce que du coup, il y a une salle de théâtre qui s'appelle comme ça. Ah donc j'ai que les trucs de la salle de théâtre. Ah non, Ouest France. De moins en moins présent dans les textes, où est passé le point-virgule? Figaro, l'usage du point-virgule dans les livres anglais est en chute libre. Futura Science, pourquoi ce signe de ponctuation est-il en train de tomber dans l'oubli? Il y a presque un sujet à faire là-dessus. Il y a vraiment un truc à faire là-dessus. Et en même temps, moi, les rares fois où j'ai voulu utiliser un point-virgule à l'école, on m'a globalement fait comprendre que j'étais pas digne du point-virgule. J'étais trop bête pour pouvoir maîtriser les arcanes de ce symbole qu'il ne fallait finalement jamais utiliser. Et d'ailleurs, j'en ai mis quelques-uns dans mon livre et je crois qu'ils m'ont été corrigés parce que visiblement, les correcteurs n'aiment pas trop les points-virgules. Moi, on m'a souvent dit, il y a une professeure particulièrement qui disait si jamais vous voulez mettre des points-virgules, mettez un point. Donc, voilà. Sylvie Prioul, dans son livre La ponctuation ou l'art d'accommoder les textes, appelle à sauver ce signe. Écoutez, le point-virgule, on l'utilise pour les emojis, hein, c'est pas mal. Hein. La musique, elle est écrite en bas. C'est la musique des Game of Thrones. Donc ouais. Point-virgule, hein. Qui d'ailleurs correspond à un point d'interrogation en grec, on rappelle. J'ai jamais trop compris comment on fait l'usage du point-virgule. Je sais pas trop si tu dois mettre une virgule ou un point. Moi, je trouve que ça va bien, en fait, quand tu veux mettre des images, des phrases en parallèle, l'une de l'autre. Par exemple, d'un côté, et là, t'as une très grande phrase, et bien plutôt que de devoir remettre une virgule après, surtout si t'as des incises, tu mets un point-virgule. Pouvoir hiérarchiser un peu le niveau d'incise. Certains francophones accusent l'influence de l'anglais d'être responsable de la disparition du point-virgule. C'est ce que je viens de dire, non? Oui, tu l'as dit de manière... mais non, enfin oui, mais c'est même pas une question de continuer à avancer, enfin je sais pas, c'est... Tu l'as dit de manière très empoulée. Donc peut-être que c'est la même chose, oui. Possiblement. En vrai, il y a un sujet à faire sur le point-virgule. Hein. Le point-virgule est-il en train de disparaître? Franchement, je vais le noter.
Ah, je vais le noter. Ce sera votre faute, hein. En tant que développeur, pas du tout. Ouais, en tant qu'utilisateur d'emoji non plus, hein. J'ai tout à fait réussi à récupérer ma chaîne de VOD, oui. Absolument. Moi, je suis pour qu'on utilise le point d'ironie. Vous connaissez le point d'ironie? Je vais vous montrer ça. Je crois qu'on en avait parlé dans une vidéo. Alors attendez, juste un truc. Ah. Le point d'ironie. Pour indiquer que la phrase doit être prise au second degré. Ouais, incroyable. Déjà remplaçant l'usage par /s. Oui, bah ça c'est uniquement pour les gens qui sont sur Reddit, hein, si je peux me permettre. C'est mieux de laisser le mystère. Ah, je suis pas d'accord. Pareil, il y a le point d'exclamo interrogation aussi. C'est ça, exclarogatif. On pose une question tout en étant étonné. Il existe une nuance entre un et un. Non. Non. Ah non, enfin désolé, mais... Moi ça me fait rire, c'est des caractères Unicode pour ça. Hein. Fait chier ce truc, parce qu'il est censé marcher. Attendez. Attendez. Qui a inventé ça même? L'interrobang en anglais. Je sais pas, mais en vrai... c'est cool, hein. Si je fais ça... Ah! Oui, parce que le live est sponsor HelloFresh, on en parlera juste après. Introduire un nouveau signe de ponctuation a toujours été compliqué. On est limité par le support. Avant par les caractères d'imprimerie, maintenant par le clavier. Ouais, mais maintenant on peut quand même faire vachement plus de trucs. Vachement plus facilement. Je pense, hein. Il y en a plein des symboles, hein. Le signe moins commercial. On n'en utilise pas beaucoup, hein. On n'utilise pas tout, hein. Une interrogation prolongée. Par exemple, vous avez jamais posé la question pourquoi les guillemets c'était double. En fait, c'est double chevron. Mais est-ce que vous avez déjà demandé à quoi servaient les chevrons simples? Parce que moi je le sais, c'est pour noter les transcriptions. Dans mon livre, il y a des chevrons simples, par exemple. Il y en a plein, alors ça c'est les diacritiques. Et oui. Après moi j'aime bien la typographie, donc...
qui me saoule, c'est tous les caractères invisibles. D'ailleurs, vous le savez peut-être pas, alors je sais que tous ne le font pas, mais certains LLM, et je crois que ChatGPT en fait partie, met des caractères invisibles dans le texte pour que le texte soit identifiable. C'est quoi qui définit une transcription? Bah, par exemple, si jamais tu veux dire la lettre A, eh ben, c'est chevron simple autour du A. Parce que si tu mets des barres obliques, d'ailleurs, enfin, parce que du coup, moi, la caméra est en miroir, et n'est pas en miroir, donc. Ça veut dire la prononciation phonologique, et si tu mets des crochets, c'est la prononciation phonétique. C'est quoi ce truc? Je crois que ça veut dire fin de section. Le caractère que tu utilises dans le chat. Il me semble que c'est un fin de section. Qui est aussi utilisé comme symbole monétaire générique, représentant un symbole monétaire non spécifié. Mais je sais que c'est utilisé aussi pour noter, je crois, des fins de section. Emploi actuel. Il indique la fin d'un cellule dans un tableau, par exemple, effectivement. Pourquoi il y a juste la lettre mu et aucune autre? Je crois que c'est parce qu'il y avait un gars qui avait cassé les couilles. Je sais même pas si... Je l'ai sur mon clavier? Oui, je l'ai. Je l'utilise jamais, du coup. Je crois qu'il y a un bail du genre, il y a un gars qui avait cassé les couilles pour qu'elle y soit. Alors qu'on n'a pas, vous remarquerez, qu'on n'a pas nativement le OE mêlé, par exemple, qu'on utilise pourtant. Sur le clavier. Faut vraiment faire des vidéos sur la typographie, il y a l'air d'y avoir des tas de trucs intéressants. Mais surtout que moi, en plus, j'ai fait de la police d'écriture, j'ai créé des polices d'écriture. Donc moi, je pourrais vous en parler longuement. Mais je suis pas sûr que ce soit si vendeur que ça. Très honnêtement. Alors moi, j'ai pas un clavier danois pour faire ça, mais j'ai un clavier AZERTY étendu. En fait, c'est le clavier de Ubuntu que j'ai installé sur Windows. Le layout FR OSS, je l'ai. Tout à fait. Je l'ai aussi. Ah. Bien sûr. Ah, il y a un connaisseur. C'est obligatoire pour pouvoir quand tu fais de la phonétique. Obligatoire. Du coup, je vous présente. Tiens, parce que du coup, ça en parle. Ce clavier-là, vous installez ça. Vous installez ça et vous avez accès à tous ces caractères en plus. Donc vous avez accès au AE mêlé, au tréma, au S7. Moi surtout j'utilise beaucoup ça parce que là il y a le macron, l'accent grave, l'accent aigu, la tilde. Après t'as la tilde, le chevron, le rond en chef, c'est comme ça que ça s'appelle. J'utilise ce clavier à titre personnel. Je l'ai installé, j'utilise. Là vous avez la brève. Là vous avez c'est quoi, on appelle ça des tirets quadratins, c'est ça? Le Gonec, la CDI. Il y a à peu près tout. Il y a à peu près tout, et alors j'utilise pas tout parce que je m'en souviens pas toujours. Mais ouais. Ouais, tu peux écrire pas mal de choses. Tu peux même faire des espaces insécables. C'est incroyable. Donc ça, c'est quand t'écris de base. Enfin non, quand t'écris de base, qu'est-ce que je raconte? C'est avec Alt ça. Bah de toute façon, je vais tester. Je l'ai le clavier. Je vérifie bien que... Oui. Alors ça, c'est avec... Ça, c'est avec Alt GR. Maj Alt GR.
Parce que là, le W, je l'ai en Alt GR. Par contre, si jamais je fais genre avec le C... Oui, c'est ça. En violet, c'est avec Alt GR. Maj Alt GR pour les autres. Et puis il y a tout, voilà, c'est parfait, c'est trop bien. Alors par contre, c'est prankesque parce que par exemple, ça change pas mal de choses. Genre, si jamais vous vous appuyez, vous bloquez la touche Maj, ça va pas vous sortir des chiffres. Ça va vous sortir la ligne bleue. Ça vous sort pas les chiffres. J'ai écrit une thèse il y a quelques années, donc je connais par cœur le raccourci clavier pour les espaces insécables. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc du coup, le symbole monétaire, je l'apprends en même temps parce que j'utilise pas tout dans le clavier, visiblement peut être utilisé pour rappeler toutes les monnaies. Genre le symbole monétaire plus Y, ça donne le yen. Ah ouais! Les 3 petits plans sur un seul bind, c'est un peu flemmard. Non, parce que alors, attends. Il faut savoir, si je peux me permettre, que le 3 petits points là, c'est un seul et même symbole. En Unicode. De toute façon, regardez. Attendez. Bah. Putain, c'est lequel déjà? C'est celui-là. Point de suspension. Ça, c'est un seul et même symbole. Ce qui fait... Pourquoi un seul et même symbole? Ce qui fait que du coup, vous avez... En fait, c'est un même bloc. Vous pouvez pas avoir de coupure au milieu dans la ligne... Oui, quand tu fais le test dans Word, Word les transforme en fait. Mais voilà, ce clavier, installez-le, hein, il est incroyable. Hein. Ça existe en QWERTY, je suis au Canada. Probablement. Sinon, renseigne-toi sur le clavier QWERTY Ubuntu francophone. Il doit avoir, ça doit exister. Donc de toute façon, les Linux Boy, ils sont trop forts, donc ils font des claviers mieux. Ça c'est sûr. Alors après, ce qui est chiant, c'est que souvent quand tu redémarres ton ordi, ça te met de toute façon en clavier FR. Tu peux pas supprimer le clavier FR de base de Windows pour remplacer par celui-là. Tu peux pas. Mais ça fait partie des choses. Il faudrait que je l'imprime cette feuille. Il faudrait que je l'imprime. C'est des trucs que je retiens bien, genre ça j'ai bien retenu, cette zone là je la connais bien. Mais alors cette zone là, alors je la connais zéro, j'utilise jamais. Cette zone là je la connais aussi. Le H, sur le H c'est une rune. Non, c'est pas une rune. C'est un caractère qui s'appelle le F, me semble-t-il, je vais vérifier. Non, ça correspond à the. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. F. Qui est une lettre qu'on utilise en vieil anglais, ça c'est sûr, mais on doit utiliser aussi je crois, en islandais. Islandais, délécarlien, féroïen. Tout à fait. Correspond au son the. The. Après, ça doit venir d'une rune, c'est comme le yog. Je vais remettre, mais. Du coup, ça c'est le F. Et du coup, l'autre, ça doit être le yog. Je sais plus si ça s'écrit comme ça ou comme ça. Ouais, je l'avais là. Voilà. Le yog qu'on utilisait en vieil anglais, qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Qui ressemble à un G d'ailleurs.
Ah non, ça ne vient pas d'une rune. Mais à la base, c'est pour noter un G. Et ça s'est transformé en caractère particulier. Voilà. C'est pas devenu une lettre de l'alphabet phonétique. Le yog, non. Le eth, oui. Le yog, il me semble pas. Le yog, quasiment sûr que non. Mais le eth, oui, qui correspond au son the. Ça, cette lettre, je l'aime beaucoup aussi. La lettre ej. Ça, c'est un alphabet phonétique pour le son je. Qui s'utilise dans pas mal de langues africaines. Et dans le sam, apparemment. Mais c'est la même. Ah non, c'est pas la même. C'est pas la même lettre. Après, moi, j'ai l'habitude de bien les connaître et de bien les utiliser souvent. Mais vous allez sur Wikipédia, vous regardez tous les caractères, là, vous en apprenez des trucs. Hein. Genre le je réfléchis. Utilisé en noubique. Certaines langues berbères. Le sam de Scandinavie, oui, je pense. Le S visigothique. Putain, regardez-moi ça. Vieux portugais, vieux léonais, vieux castillan. C'est passionnant un peu, hein. Moi je trouve ça passionnant. Hein. Ça, c'est les lettres traditionnelles de l'alphabet latin. Ça en fait des articles Wikipédia. Oh, c'est du hongrois, ça. Lettres obsolètes, parce qu'il en faut quand même quelques-unes. Genre par exemple. Autre symbole, genre ça là. Le schwa hameçon rétroflexe. Ce genre de lettres. À tes souhaits. Celle-là, elle est cool. Le ou. Qui ressemble à un 8, hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Il y en a des stylés des lettres, hein. Genre celle-là, là. Celle-là, elle est stylée. Le O dans l'eau ouvert culbuté. Je sais même pas ça correspond à quoi. Dire que tout ça, c'est rien quantitativement par rapport aux Chinois. C'est vrai, mais après, les Chinois, c'est pas tout à fait comparable. On peut aller voir les ligatures, si vous voulez. Vous aimez les ligatures? Les ligatures, c'est des caractères qui, lorsqu'ils sont utilisés ensemble, forment de nouveaux caractères. Par exemple, on va prendre l'alphabet latin. Hein. Typiquement, le AE, par exemple. Ou le EI en néerlandais. Le W, qui à l'origine était 2V. Les FF, FI, les ST. Bah là, on en a une liste. Les DZ, DJ, FFL, FFI. C'est pour avoir des tracés spécifiques. Les FF, c'est pour les questions de barre. Et le FI, c'est pour la question de la boucle du F, sinon, va par-dessus le point. Et donc, pour pas qu'elle aille par-dessus le point, du coup, le tracé de F suivi de I est un tracé spécifique. En imprimerie. Quand on utilise la ligature. T'es directrice des tests. Terrible. Alors celle-là, par contre, elle est folle. Celle-là, elle est folle, je trouve. C'est un A dans un U. Apparemment, ça fait le son E.
Ça, c'est en quoi? En serbe. Le haut d'en haut. Il y en a eu plein, des variantes. L'esperluette, hein, par exemple. Le S7 à la base, c'est une ligature. C'est un S long avec un S court. Ou avec un Z court, peut-être. Oh là, qui c'est qui a écrit avec un B là? Oh là. Le S7 à la base, c'est ça. C'est une ligature. C'est pour ça que moi je vois les gens qui utilisent cette lettre-là pour faire des B dans les jeux. Je suis en mode, bah non. C'est pas des B en fait. Elle trouve que ça fait trop précieux. Oh. C'est pas tout à fait un bêta. Ce n'est pas un bêta du tout, même. Ce n'est pas un bêta du tout. Pas du tout. De toute façon, maintenant, en allemand, on n'est plus obligé de la faire. Ah si? À moins qu'il y ait une réforme d'orthographe que j'ai loupée. Mais si. Après une voyelle longue, faut l'utiliser. Par exemple, Erlis, genre il laissait, c'est écrit avec un S7. Quasiment sûr. Alors la règle. Le S7 est utilisé derrière une voyelle courte. Ou derrière une diphtongue. Tandis que 2S est utilisé après une voyelle courte. Voilà. Sachant que les mots étrangers ne suivent pas la règle. Voilà. En Suisse, par contre, ils n'utilisent pas le S7. En alsacien non plus, d'ailleurs. En alsacien, on n'utilise ni le S7 ni le umlaut. On utilise l'ancienne graphie, on utilise avec un E. Pour noter le son E, on va écrire AE. On va pas écrire A tréma. Puisque le tréma, à la base, c'est un E suscrit. C'est là d'où ça vient le umlaut. Et le umlaut, on l'utilise comme un caractère. Nous, on a l'impression que ça désigne le tréma, c'est comme ça qu'on nous l'apprend à l'école. Alors qu'en fait, le umlaut, non. Le umlaut désigne pas le fait que c'est un tréma. Ça désigne le fait que c'est une voyelle qui est mutée. C'est ce que ça veut dire umlaut. C'est l'idée de changement. Et laut, c'est le son. C'est le son change. Donc à la base, c'est ce qu'on appelle en français une métaphonie. Ça désigne une mutation phonétique. Ça désigne pas un caractère. Le caractère qu'on utilise aujourd'hui, c'est bel et bien un tréma. Voilà. Ça, c'est si jamais je veux faire mon puriste. Et à la base, c'est parce qu'en fait, le umlaut, c'est c'est un, comment dire. Est-ce que vous connaissez le Sütterlin? On va commencer par là. Est-ce que vous connaissez le Sütterlin? Moi, j'avais une grand-mère, un arrière-grand-père qui écrivait en Sütterlin. Est-ce que vous connaissez le Sütterlin? On va commencer par là. Le Sütterlin, c'est une façon d'écrire de manière manuscrite l'allemand. En fait, vous savez que les Allemands écrivaient en Fraktur, ça s'appelle l'écriture gothique, jusqu'à ce que Hitler dise so long. Et donc, l'écriture manuscrite, c'était le Sütterlin. Et il se trouve qu'en Sütterlin,
la lettre E, elle est là. C'est 2 traits. Et donc, est-ce que ça va être écrit? Ça, c'est un texte en Sutherland. Un enfer à lire, quand on n'a pas l'habitude. Ça, c'est de l'alphabet latin, en Sutherland. Et il se trouve que... alors, je sais pas si c'est lié directement à ça, mais... en fait... si jamais vous allez dans l'article Umlaut, là... à la base, ça équivaut à ça s'écrivait comme ça s'écrivait comme ça s'écrivait comme ça. Et le E Sutherland, en fait, c'est 2 traits. Et donc, en les notant au-dessus de la voyelle, c'est devenu l'équivalent d'un tréma. Il me semble que c'est ça l'histoire. J'ai pas lu, sur si on lit, il y a l'origine. L'origine de ce signe est un E diacritique derrière la voyelle. Donc ça, d'accord, c'est ce qu'on a là. Genre, t'écris AE pour prononcer E. Simplifié en 2 traits. Les graphies anciennes, gothique, fracture, Sutherland, permettent de mieux comprendre ces transformations. Dans ces styles graphiques, les tracés verticaux dominent au détriment des horizontaux et des courbes. Donc le E peut se réduire à 2 traits. Et du coup, les 2 traits, au lieu de les écrire derrière, on les écrit au-dessus. Du coup, c'est devenu un tréma ensuite. Il serait plus logique d'utiliser le signe utilisé en hongrois. Le double accent aigu. Ouais, le double accent aigu. Normalement, c'est 2 traits. Oui, mais aujourd'hui, maintenant, l'usage, c'est l'usage du tréma. C'est la suite du paragraphe que tu disais. Ouais, bah voilà, mais c'est parce que je me souvenais vaguement. Mais à la base, le umlaut, ça désigne une métaphonie. Ça désigne des mutations. C'est une mutation spécifique, en fait, dans l'histoire des langues germaniques. Où certains termes, lorsqu'ils étaient suivis... bah là, par exemple, on a un exemple. Gast faisait le pluriel en gesti. Le changement de timbre de la voyelle radicale indique qu'il y a bien une métaphonie, que la voyelle finale s'était amue ou était en passe de le faire. Métaphonie par le i. Aujourd'hui, on dit gast, guest. Donc en gros, c'est si jamais ça finissait par un i, la voyelle du radical mutait pour s'ouvrir. Pour s'ouvrir ou... Putain, j'ai un papillon sur la tête. Gast. Non, pour s'avancer. Pour s'avancer dans la bouche. Puisque si jamais vous prenez... Enfin, un peu de phonétique, hein, ça vous fait un peu de mal. Puisque si vous prenez... Voilà. Bon, celui-là, non, il n'y a pas en triangle. Plus facile de comprendre en triangle. Bon, bah, on va prendre l'espace 3D, écoutez. Hein. On va prendre l'espace 3D. Du coup, le A, il est au fond. C'est pas ce A là en allemand. Si. Ah non, du coup, pardon, il se ferme. Donc, en gros, Gast devient Gesti, c'est à moins de chemin à faire. Après, le OU devient U. Tu me diras parce que ça rapproche aussi. Et le O devient E. Donc, en l'occurrence, il s'avance. Là, il se ferme et là, il s'avance. Sachant que ça, c'est prank, hein. Ça, c'est une transcription du son E. Oh. Je sais pas très bien le faire. Je sais pas tous les prononcer, mais jamais tu fais dans l'ordre, ça va faire A, E, I. I, U, U. U, A. Je sais pas trop, j'essaye de faire à chaque fois. Ça, c'est plus facile. La colonne, je l'ai. U, O, A, A. Parce que je les prononce tous. Je les ai tous, moi. Et là, il y a U, E, A. Et là, il y a E.
et il y a A. Voilà, quel enfer. Hein. J'ai pris l'habitude, donc voilà. Et encore, il n'y a pas les nasales. Là. Pourquoi les chants changent comme ça? C'est des questions de... Comment dire? C'est des questions d'optimalité, un peu. C'est des questions de... C'est plus pratique, en fait. C'est plus facile. C'est des questions de... Putain, comment on appelle ça? De... Pas d'efficacité, mais d'optimalité. Il y a plein de mutations latines, par exemple, qui sont liées aussi à ce phénomène d'optimalité. Par exemple, vous pouvez pas avoir un L et un R... Enfin, alors, pardon. Je reformule, mais je vais aller voir en même temps. Mais par exemple, vous avez naturalis, mais vous avez naturalis. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Naturalis. Ouais. Mais singularis. Voilà. Bah, de toute façon, je vais vous... Regardez, j'ai trouvé. Naturalis, donc Alice. Mais, si jamais vous avez le radical se finit par un L, vous dites pas singulalis. Parce que c'est dur à dire, singulalis. Dites singularis. Paraît que c'est plus facile. Donc c'est le genre de mutations qui sont censées faciliter la prononciation. Il y en a plein des comme ça. En latin, il y en a plein des comme ça. Avec ce parallélépipède, on pourrait identifier 8 voyelles absolues. Mais c'est le cas. C'est le cas, et d'ailleurs, les voyelles les plus représentées dans les langues, c'est I, A et le OU. C'est le triangle formé comme ça. Touk, touk, touk. En fait, c'est pas vraiment un triangle, non, c'est censé être un trapèze. Donc, c'est pas censé être un rectangle, c'est censé être un trapèze. Là, c'est vraiment pour noter... et d'ailleurs, on appelle ça un triangle. C'est pour te dire. Et alors, en l'occurrence, voilà, ça ressemble plus à un trapèze. Et du coup, il y a I, OU, A. C'est souvent les trois les plus courantes. Il est où? Le U qui fait U? Et là. Et là, le U qui fait U, c'est le Y. Puisque le Y vient de upsilon qui se prononçait U. Voilà. C'est parce que à la base, ça désigne le son U en grec, et en latin d'ailleurs, que les Romains ont fini par prononcer I parce qu'ils ne prononçaient pas le U. Ils n'arrivaient pas à prononcer le U. Donc ils sont mis à prononcer I. Mais les Allemands, par exemple, le prononcent toujours U. Par exemple. Et voilà, donc ça, vous avez un beau triangle. Après, il faut savoir que dans les langues européennes, on a beaucoup de voyelles différentes. Ce qui est l'un des obstacles. On dit souvent, les langues européennes, franchement, nous, c'est plus facile, nos langues, le chinois, c'est trop dur, les tons, c'est trop dur. Ouais, mais en chinois, vous avez quoi? 4 voyelles? 5 voyelles? Bon, après, elles ont beaucoup d'allophones, mais... vous avez, en termes de voyelles absolues, de voyelles phonologiques, vous en avez 4 ou 5. Nous, en français, on en a combien? On en a 16, entre 13 et 16. En Europe, on a beaucoup de distinctions entre beaucoup de voyelles. En fait, on a des paires minimales qui sont vraiment très faibles. On distingue des sons qui sont vraiment très très proches. Très 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 proches. Avec les diphtongues. Non mais sans les diphtongues. Alors, sans les diphtongues. Regarde en français. La liste qu'on a. I, on l'a. U, ça fait 2. Et. Avant. I, U, E, 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 A, j'en ai déjà 7. Le schwa, bon, contestable, ça dépend des gens. De l'autre côté, OU, O, A, on l'a aussi. Donc là, on est déjà à 10 ou 11. Tu rajoutes 3 ou 4 voyelles nasales, t'es déjà entre 13 et 15. Déjà, facile. T'as déjà réalisé une vidéo sur l'incapacité de prononciation des langues? C'est pas vraiment un sujet en tant que tel. Je me rends compte que je ne fais plus la différence entre et. Peut-être avec des mots comme maîtresse.
Et oui, il y a le A que j'ai oublié, du coup c'est la 13e, comme dans part. Moi je dis part. Pour moi il y a les pattes, il y a les parts. C'est pas la même chose. Vous arrêtez de baiser les mouches là? Voilà. Beaucoup de gens perdent la distinction entre les mi fermées et les mi ouvertes. Genre ils vont prononcer le et le est de manière indistincte comme un et. Ils vont prononcer le o et le a comme de manière indistincte comme un or. Voir l'inverse dans les Vosges, par exemple, c'est l'inverse. Les gens disent genre le et est en toutes circonstances. Genre les gens ils disent le vélo. Ils disent pas le vélo. Et il faut savoir que moi, là où j'ai grandi, je distingue absolument toutes ces paires minimales. Je distingue tout. Tout sauf le 1 et le 1. Mais sinon, je distingue tout. Et j'en ai même plus. J'en ai même une de plus. J'ai celle-là en plus. Il me semble que c'est celle-là. Non, c'est celle-là pour le part. Non, j'ai celle-là en plus. Ça, c'est le or. Je vais le faire écouter. Toujours très drôle d'écouter les sons. Oh. Oh. Ça, je l'ai. Et les gens qui viennent du Nord, ils ont celle-là en plus. Les gens qui viennent du Nord, le A, ils le prononcent pas comme ça. Genre, ils disent le carrette. Ils disent pas le carrette, ils disent le carrette. Ils prononcent ça comme des E. Les A, ça devient des E. Ben voilà, c'est passionnant, la phonétique. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la phonétique. Indifférenciable. C'est ce qu'on appelle des variantes allophoniques. C'est-à-dire que nous, quand les gens ils prononcent des O ou des E pour des A, notre tête, elle met ça quand même malgré tout dans la même case. On dit c'est le même son prononcé qu'un accent. Mais c'est pas le même son. Et par exemple, c'est comme... y a des endroits du monde où... Il y a beaucoup d'endroits du monde où le son le et le son re, c'est le même son. Au Japon, par exemple, c'est le même son. Je crois qu'en Corée aussi, c'est le même son. Dans beaucoup de langues d'Asie, c'est le même son. Et donc, il y a des gens qui vont prononcer re, des gens qui vont prononcer le, des gens qui vont prononcer le, des gens qui vont prononcer re, des gens qui vont prononcer re. Et tout ça, pour ces locuteurs, c'est la même case. C'est le même son. Nous, il se trouve qu'on fait une distinction très forte entre le son le et le son re. Ils sont absolument pas interchangeables. Dans aucun mot, on peut remplacer les re par des le et conserver le sens. On perd les gens directement. Si je dis c'est naturel et je vous dis c'est natulaire, dans votre tête, c'est un mot qui n'a rien à voir et qui n'existe pas et qui est impossible. Pourtant, pour beaucoup de gens dans le monde, peut-être d'ailleurs même pour la majorité absolue des habitants de cette planète, en fait, le mot pourra être entendu dans le cerveau, on représentera la même chose, quoi. La même unité vocale, la même empreinte vocale. Parce que le son le et le son re sont souvent allophones dans pas mal d'endroits du monde. Allophone, c'est-à-dire considéré comme la variante du même terme, du même son. Et nous, on a plusieurs voyelles qui sont des variantes allophoniques les unes des autres. Et en même temps, on distingue énormément de voyelles. Alors que dans pas mal d'endroits du monde, genre le O et le A, c'est la même chose, quoi. Le E, le E, le E, le E, c'est la même chose. C'est pas distingué. Donc voilà, c'est compliqué. Par contre, dans pas mal d'endroits du monde aussi, les tons sont absolument centraux, là où nous, les tons, on n'y est absolument pas habitué, on les comprend pas. Donc les tons, c'est le fait de prononcer, pour faire vite, des voyelles, des syllabes avec une certaine mélodie. Et cette mélodie change le sens du mot et de la syllabe. Alors des tons, on en a très peu en Europe, on en a un peu en norvégien, parce qu'on est en train d'avoir l'émergence d'un système de tons. En fait, quand tu réduis la taille des mots, tu te retrouves limité dans l'expressivité et en gros dans la capacité à faire de nouvelles syllabes.
fait, tu réduis les capacités distinctives quand tu contractes les mots et quand ta langue elle évolue de sorte à ce que tu concentres l'information sur des syllabes. Du coup, il faut créer de nouveaux moyens de distinguer ces syllabes, et l'un des moyens, c'est de faire émerger des tons, c'est-à-dire d'une même voyelle, vous pouvez faire émerger 3 ou 4 lectures différentes. Même plus, d'ailleurs. Je crois qu'en cantonais, ils ont 7 tons. Par exemple, si jamais vous allez faire A, genre A, ça descend, c'est le ton descendant. Jamais vous faites A, le ton est montant, c'est la même voyelle, mais comme vous avez une mélodie différente, elle va être considérée comme n'étant pas la même finalement. Enfin, en l'occurrence, comme étant dans une syllabe quelque chose de totalement différent. Genre n'ayant pas du tout le même sens. C'est très compliqué de comprendre ce que sont les tons. Et en même temps, c'est absolument central dans tout un tas de langues du monde. Hein. Dans énormément de langues du monde et vraiment de partout, quoi. Par exemple, là, je vais vous montrer un exemple. On est parti sur un live linguistique. C'était pas du tout prévu, mais vous savez, moi j'aime beaucoup ça, donc regardez. Ma. Donc. Ma. Voilà. Ça s'apprend. Ça s'apprend au départ. Nous, en tant qu'Européens, on trouve que ça a la même... vous avez toutes les langues. Ça sonne exactement de la même façon. Et en fait, c'est probablement l'une des manières... En fait, à l'échelle de l'humanité, c'est probablement l'une des façons les plus courantes de faire la distinction. Bah ouais, c'est galère, hein. Pourquoi on considère pas ça comme deux sons différents et donc de deux voyelles? C'est la même voyelle. Elle est prononcée dans ta bouche, exactement au même endroit. Ce qui change, c'est la mélodie. Ouais, c'est quoi le poème en chi, là? C'est chi, 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 c'est ça? Ouais, chi, 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 chi. Sauf que, bah, avec des tons, en fait, ça a du sens. Mais bon. Donc, il y a des langues qui distinguent, quoi, ouais, 7 tons différents. Je sais pas que la notion de voyelle, c'est selon où tu prononces dans la bouche. En fait, une voyelle, c'est quelque chose qui fait intervenir tes cordes vocales, que tu peux tenir, genre ah, avec la cavité. C'est un flux d'air non obstrué. Voilà. Caractérisé par la forme des lèvres. Ça, vous avez les voyelles arrondies, non arrondies. Par exemple, la différence entre et et e. C'est la différence, c'est le fait que ce soit arrondi ou non arrondi. Vous avez une différence, vous avez une distinction entre est-ce qu'elles sont prononcées au fond ou devant dans la bouche. Par exemple, la différence entre le i et le ou. Le ou, c'est le même endroit, mais c'est au fond. Et vous avez la hauteur. La différence entre, par exemple, le i, enfin, ou le ou et le a. Le a, il est prononcé en bas. Et donc, selon si votre langue elle est plus ou moins haute, plus ou moins avancée, et vous avez les lèvres plus ou moins arrondies, avec ces trois axes-là, vous pouvez faire toutes les voyelles. À partir de là, c'est comme ça que vous faites toutes les voyelles qui sont prononçables. À peu près. Sachant que si jamais vous avez la langue au milieu et que vous n'arrondissez rien du tout, vous avez le schwa, c'est la voyelle neutre, qui ne peut par définition ne pas être accentuée, c'est E. E. Pourquoi le M n'est pas une voyelle? On peut le tenir, et c'est avec les cordes vocales, j'ai l'impression. Ta bouche est fermée. Et c'est pas la position de ta langue là qui est déterminante, c'est la position de tes lèvres. Alors après, c'est compliqué parce que dans les consonnes, par exemple, dans les consonnes, il y a plusieurs familles de consonnes.
Par exemple, vous avez des consonnes bilabiales, en l'occurrence le me, le ne, le peu. Alors le peu n'est pas concerné, mais parce que j'allais faire, mais etc. Vous avez, là, vous avez... je vais vous montrer un tableau, ce sera plus simple. Ça, je sors sur. Ça, ce sont des consonnes. Les consonnes sont caractérisées par un point d'articulation dans la bouche et un mode d'articulation. J'en peux plus de ces mouches là qui viennent baiser entre elles là. J'ai pas un bésodrome à mouche là. Les nasales, tu peux les tenir. Genre le après pas toutes hein. Tu peux pas. Rétroflex non plus, je pense que tu peux pas. Par définition, les fricatifs tu peux parce que les fricatifs, le flux d'air est ininterrompu. Par exemple, le feu, le veu. Faut savoir que colonne de gauche, c'est sans cordes vocales, colonne de droite, c'est avec les cordes vocales. Feu, veu. Seule chose qui distingue, c'est les cordes vocales. The, the. En l'occurrence, c'est linguolabial, donc là, ça va être the, the, avec la langue qui touche les lèvres. The, the, se, the, che, je, je, alvéo palatal, je. Alors ça, c'est impossible à faire. Ça, c'est impossible à faire. Ça, je crois que c'est d'ailleurs que les présents de camp suédois, impossible à faire. Après, vous avez le he, ça, c'est quand elles sont... comment dire? Pas labialisées. Si, labialisées. Et là, après, bon, bah là, je peux pas faire parce que moi, je sais pas faire de son glotto. Mais voilà. Et donc, en fait, ça, c'est... Vous avez la langue qui recule. Donc, et c'est souvent... Donc, en gros, là, c'est du devant jusqu'au fond de la bouche. Donc là, les deux lèvres, bilabial les deux lèvres, labio-dental, labio-vélaire. Donc labio-vélaire, c'est à la fois le voile du palais et les lèvres. On en fait, vous voyez, c'est très très peu de sons qui sont concernés. Donc ça, c'est lingo-labial. Donc ça, c'est à la fois, vous touchez les lèvres, c'est tout. Dental, donc ça, c'est dental strict. Donc c'est vraiment toucher les dents. Il faut savoir que par exemple, nous, le son ne, il est alvéodental, parce qu'on touche à la fois les dents, ne, et en même temps, il y a une partie de notre langue qui touche le dessus de la gencive à l'intérieur, au-dessus des racines. Vous faites le ne, ne, ne. Vous voyez bien votre langue. Je vais vous le montrer. Ne, ne. C'est pas une vraie dentale. Une vraie dentale serait ne, ne. Vous voyez pas la différence, mais... la différence, elle se pose par exemple pour le se et le che. Parce que le che est un... Oh, pardon, le the, parce que là vous êtes vraiment là. Et le se qui est une vraie alvéodentale. Ensuite, vous avez donc la palatale alvéolaire. Rétroflex. Alors, rétroflex, c'est quand vous mettez le bout de la langue à l'envers. Genre la différence entre un te et un que. C'est important dans les langues d'Inde du Sud, notamment. Le ne et le me. Alvéopalatal, alvéovélaire. Donc vélaire, c'est le voile du palais. Palatal, donc palatal, c'est le palais. Labiopalatal, c'est si jamais vous touchez avec les lèvres en même temps. Et ça pour le coup, on l'a en français. En spirante, c'est le son UE. UE. Dans la nuit, nueux. Ça, c'est un son qui est relativement rare. Hein. Je sais même pas s'il y a d'autres gens en Europe qui l'ont à part nous. Dans la nuit, c'est une consonne. C'est pas nuit. C'est nuit. Et c'est une consonne, en fait, à ce stade-là. Ensuite, vélaire, labio-vélaire. Voilà, pareil, labio-vélaire, bon. Genre quoi, ou quoi, qu'on n'a pas vraiment nativement. Uvulaire, genre le son re, qui est encore plus au fond. Et puis alors là, vous allez directement dans le pharynx, l'épiglotte et la glotte. Voilà, moi je sais pas faire. Je sais vraiment pas faire. C'est des trucs qu'on va avoir en arabe par exemple. Le coup de glotte qu'on va avoir en allemand. Ou le stud qu'on va avoir en danois, etc. Et là, quand vous descendez, vous avez nasal, occlusif prénasalisé. Alors là, je vais même pas essayer de vous le faire. C'est des trucs super rares. Occlusif, donc occlusif, c'est le flux d'air est complètement interrompu. Genre nasal me. Occlusif, c'est interrompu, donc pe.
par exemple. P. Genre, vous pouvez pas la tenir, vous pouvez pas faire. Mais vous la tenez, en fait, elle ne sort pas. Affriquer, c'est quand vous combinez une fricative et une occlusive. Une fricative, c'est quand le fluidaire est ici interrompu. Par exemple, ch. Vous faites à la fois un te et un che, mais en même temps. Et donc, ça s'appelle une consonne affriquée. Alors, l'espirante, je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. C'est juste, ça bouge un peu, mais en même temps, ça va pas jusqu'au bout. C'est le son OUA, par exemple, le son UE, le son IE. Et ça, l'espirante, on appelle ça souvent, c'est pas où je vais en venir, on appelle ça souvent des semi-voyelles. Parce que le son IE, c'est proche du son I, le son WE, c'est proche du son OU, et le son UE, c'est proche du son U. On appelle ça souvent des semi-voyelles. Dérouler, il faut savoir qu'on peut rouler le R, mais on peut aussi rouler le B. Je ne saurais pas le faire, je crois que les Russes le font. Débattu, ça va être le son, par exemple, dans better, chez les Anglais. Better, c'est une battue. Me semble-t-il. Après, affriqué latéral, fricative latérale, suivante latérale, c'est quand c'est prononcé, mais avec la langue que d'un côté de la bouche. Genre les trucs que vous avez en gallois, par exemple les tla. Genre, ou en nahuatl, genre ils font nahuatl. Genre des trucs comme ça. Et là, vous avez les noms pulmoniques, ce qu'on appelle des clics. Et là, je saurais pas vous. Là, en vrai, si je me suis entraîné. Genre, par exemple, le que. Le que serait faire le k. Le k. C'est, vous devez avoir le fond de la langue qui empêche qui se colle à la, enfin, vous allez avoir une fermeture totale et un relâchement de l'air d'un coup, genre le k ou le ch. Bref, moi je sais pas très bien le faire. Le p, bon, bref, c'est des trucs qui s'apprennent. Et donc il y a certaines consonnes qui peuvent être considérées comme des voyelles dans certaines langues. Ça va être le cas, par exemple, de ce qu'on appelle les résonantes. Ça va être le me, le ne. Ça va être le re et toutes les variantes du re qui existent, vous savez, qui sont pas du tout dans le tableau. Vous en avez là, vous en avez là, vous en avez là, vous en avez là. Tout ça peut être considéré comme ce qu'on appelle des résonantes. Le, par exemple, et peuvent être prononcées plus ou moins comme des voyelles d'un point de vue phonologique. C'est le cas en indo-européen, c'est le cas en serbe, c'est le cas dans certaines langues slaves, c'est le cas en allemand. Quand vous dites Arten, genre Arten, au lieu de dire Arten, vous dites Arten, le ne est considéré comme phonologiquement une voyelle. Mais en fait, bon, c'est un peu plus compliqué que ça d'un point de vue phonétique, mais d'un point de vue phonologique, oui, ça peut. Donc voilà, bon, après, je suis pas quelqu'un de très très bon en phonétique non plus, je vais pas vous mentir. Mais tout ça est très passionnant, et d'ailleurs c'est très drôle, parce qu'en fait quand vous connaissez ce tableau, c'est plus facile de comprendre pourquoi certaines mutations consonantiques ont lieu. Parce que des fois il y a des sons qui n'ont vraiment à l'oreille pas du tout la même... sonnent vraiment pas du tout de la même façon. Et le N de fin de syllabe en japonais n'est pas du tout une dentale. Ah non, mais c'est même une vélaire, me semble-t-il, en japonais. On le transcrit par un N, mais ça n'est pas du tout un N. Mais du coup, vous avez des sons qui peuvent paraître très différents, mais qui en réalité sont très proches. Dans la bouche. Ou vous, je change le point d'articulation, et en fait, vous avez quelque chose de très différent, mais en fait, vous avez juste changé le point d'articulation. Par exemple, le fait que les te deviennent des se, par exemple dans attention, qui s'écrit comme avec un T, bah, c'est juste que quand le T est suivi d'un I, c'est plus facile de le prononcer directement avec un se, j'imagine. C'est comme ça que ça s'est goupillé de manière très très vulgarisée. C'est juste, vous passez d'une occlusive à une fricative, quoi. Vous faites pas un chemin de fou, en fait. Vous faites vraiment pas un chemin de fou. Faut savoir que ça, les Afriqués, elles sont là, mais elles pourraient être ailleurs. Le fait de passer, par exemple, d'un, je sais pas moi, cette colonne-là, cette ligne-là, j'aime bien, moi. D'un se à un che, bah aussi là, c'est très facile. C'est très très facile. Le fait de passer d'un... il est où le que occlusive. Alors, d'un que à un che, c'est plus compliqué à expliquer déjà. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Ou d'un gueux à un je, c'est plus compliqué aussi, mais bon. Pas mal de choses qui peuvent s'expliquer assez facilement. Bon. Quand vous avez ce tableau, quand vous connaissez un peu ce tableau, le milieu pour le milieu, en même temps, le L, là, il nous fait chier. Hein. Quoi il sert? Mais voilà, vous pouvez
pouvez facilement vous pouvez facilement comprendre certaines mutations. Alors les mutations, elles peuvent être liées à tout un tas d'autres choses. Hein. Elles peuvent être liées à l'accent. Ça, on n'en a pas parlé, mais les mots ont un accent. L'accent, il peut être d'intensité, il peut être de hauteur. De hauteur, c'est quand vous prononcez le mot plus aigu. D'intensité, c'est quand vous prononcez le mot plus fort. Enfin, la syllabe plus forte. On a essentiellement des accents d'intensité aujourd'hui en Europe. L'allemand, par exemple. L'italien. Alors qu'on avait plutôt des accents de hauteur dans l'Antiquité. Genre, le grec, c'était plus un accent de hauteur. On prononçait plus aigu. Me semble-t-il. Plus haut. Et l'accent a un impact important sur tout un tas de choses. Et c'est important de faire la différence entre la phonétique et la phonologie. La phonologie, c'est le système de règles d'une langue, et la phonologie, c'est la réalisation concrète des sons. Par exemple, exemple tout con, il n'existe pas phonologiquement dans les langues germaniques de consonnes aspirées. C'est-à-dire, vous n'opposez pas des consonnes non aspirées des consonnes aspirées. Vous n'opposez pas le P du P, ou le K du K. Il n'y a pas d'opposition. Phonologiquement, c'est comme si elle n'existait pas. Pourtant, phonétiquement parlant, toute occlusive qui entame un mot, en anglais par exemple, est aspirée. D'un point de vue phonétique, ça existe. Genre, vous dites pas cat, vous dites cat. Pour dire le chat. Vous prononcez pas un que, en fait, prononcez un que aspiré. Et ça, c'est une distinction qui est phonétique. C'est pas une distinction qui est c'est une donnée qui est phonétique, c'est pas une donnée phonologique. Parce que phonologiquement, c'est un que. Phonétiquement parlant, le que, présent dans ce contexte, dans cette position, n'est pas prononcé comme un que, il est prononcé comme un que aspiré. Donc en fait, savoir qu'il y a deux échelles un peu à opposer entre la phonétique et la phonologie. La phonologie, c'est l'existence des sons dans le système, reconnus et considérés comme tels par les locuteurs. Et la phonétique, c'est la réalisation concrète de ces sons dans un environnement donné. Et vous avez de la différence qui est importante, par exemple, dans... ce que je pourrais vous prendre comme exemple. Extinction. Dans extinction, je vais aller voir sur Wiktionnaire, vous allez voir. Hop. Je vais taper extinction. Extinction. Phonétiquement parlant, c'est ec, stink et sion. Ok? Ça, c'est une transcription phonologique. C'est pour ça qu'il y a des barres. Ex, stink, sion. Concrètement, vous ne prononcez pas extinction. Vous prononcez extinction. D'un point de vue phonologique, là, vous rajoutez un son qui est... j'ai fermé la page. Qui est... ce son-là, qui n'existe pas en français nativement. Qu'on a dans parking, par exemple. Qu'on a emprunté dans parking. Ou qu'on a fait dans le sud de la France. Mais en fait, vous rajoutez, phonétiquement parlant, vous utilisez à ce moment-là des sons, des consonnes que vous ne considérez pas comme des consonnes que vous avez dans votre inventaire. Mais vous utilisez de fait parce qu'en fait, sinon, c'est trop dur à prononcer. Vous avez besoin. Vous avez besoin de ces aides, en fait, pour... Mais par exemple, il y a aussi observateur. Comment ils vont le transcrire? Observateur. Ah, ils le transcrivent avec un P, là. Observateur, effectivement. En fait, phonologiquement parlant, je dirais qu'on pourrait le transcrire avec un B. Phonétiquement parlant, c'est clairement un P. Parce qu'en fait, le fait que ce soit suivi par un S qui est une consonne sourde, n'utilisant pas les cordes vocales, la consonne précédente ne les utilise pas non plus. Alors qu'en fait, d'un point de vue phonologique, les locuteurs considèrent que, mais en fait, dans la réalisation concrète, non. C'est la différence entre les règles telles qu'elles existent dans votre cerveau et les règles telles que vous les appliquez d'un point de vue concret, en fait. Il y a une différence.
Il y a de la distinction. Est-ce qu'il y a un article Wikipédia sur la différence entre la phonologie et la phonétique? Si je tape phonologie déjà, peut-être qu'il y a quelque chose qui va sortir. Phonologie, commutation, non, hein. Ça des paires minimales, hein. Problème des phonèmes composés. Sinon, si je vais dans phonèmes, c'est les phonèmes du français, on va parler tout à l'heure. Un allophone, un archiphonème. Est-ce qu'il y a un truc sur les phones tout court, peut-être? Ou là, c'est vraiment des réalisations concrètes, hein, donc vraiment mesurables et tout. Ouais, non, il n'y a pas grand-chose. Et du coup, vous avez une différence entre la phonétique et la phonologie. C'est important. Pour ceux Américains qui pensent mirror. Mirror. Hey, mirror. Incroyable, hein? Il y a plein de cas comme ça, où il y a plein de mots où en fait vous ne le prononcez pas comme vous pensez que vous le prononcez. Mais c'est normal. Il y en a plein, je pourrais essayer de me trouver des exemples. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Avec des préfixes, souvent ça marche bien. Genre, les Britanniques font pas de différence de prononciation entre drawer et draw. Ouais. Ouais. Je suis en train de chercher un exemple, qu'est-ce que je pourrais avoir? Ça pourrait faire un short intéressant? Ouais, sûrement. C'est dur après, c'est dur en short d'expliquer ça en moins d'une minute. C'est chaud. C'est compliqué, hein. C'est pas si simple. Il y a des gens qui disent suggestion pour suggestion. Oui. Les transcriptions des mots anglais en japonais où ils remplacent les R finaux par des voyelles longues, ça fait illusion, c'est fou. Ouais. Mais en même temps. Il y a tout un truc sur la prononciation, la transcription telle qu'elle a été définie phonologiquement par le dictionnaire. Ça, c'est les règles de transcription phonologique pour le dictionnaire. Par exemple, on voit que le est noté pour que ce soit long, que ce soit court, que ce soit diphtongué, que ça ne le soit pas. Ils ont une transcription qui est le son est. Par exemple, maître, donc maître et maître, ils distinguent pas sur le dictionnaire. Parce que en français parisien, la distinction est perdue. Donc en gros, ils ont une transcription parisienne. Donc voilà. Donc il y a toutes les règles de transcription telles qu'elles ont été définies. Et donc des fois il y a de l'arbitraire hein, dans les transcriptions phonologiques. Des fois il y a une prise de décision selon ce qu'on veut mettre dans, en gros ce que l'on considère comme faisant partie du système ou ne faisant plus partie du système. Donc voilà. Le X que se prononce quasiment jamais xe, hein, quasiment toujours xe d'ailleurs.
Existence, pas existence. Astérix. Oui, mais là, c'est parce qu'il est en finale. Mais entre deux voyelles, jamais. Ça, c'est compliqué quand même. Tous les groupes d'articulation, les machins, les trucs. La lettre X peut se prononcer que ze, ou rien du tout. Incroyable, hein. Et même che. Ouais. Ça, c'est pour les sons ye, ou e et ue. Ils ont mis des trucs particuliers. Les voyelles. Structure syllabique du français. Ouais, c'est intéressant le dictionnaire hein, sur l'action de phonologie. Parce que oui, il y a des mots qui sont pas possibles selon la structure, selon la quantité de sonorité. Bon, si jamais vous vous amusez, vous allez vous amuser, il y a tout ça à lire. Hein. C'est trop difficile à prononcer? Non. Ceux qui disent linguisticae, ceux qui disent linguisticae. Moi je dis linguisticae. Effectivement. Des fois la distinction entre deux mots, par exemple, c'est pas... Genre la réalisation est la même, la réalisation phonétique est la même, genre la différence entre roi et roi, genre il est le roi de cou et le roi de France. Mais on peut ne pas transcrire de la même façon dans ces moments-là, puisque il y a une syllabification qui est différente. On considère que roi de France c'est une syllabe et roi de cou on considère que c'est deux syllabes. Amusez-vous, hein, allez voir tout ça. Hein. Bon les amis, c'est le moment. Je dois faire de la pub. Partez pas, après on parlera de notre Sauveur Jésus-Christ. Parce que j'ai une révélation. Déjà j'ai une révélation. C'est que les habitants de Jérusalem s'appellent les Hiéros. Les Hiéros si... Limi... J'ai déjà oublié. Les habitants de Jérusalem s'appellent les Hiéros... Solimitains. Hiéros... Les Hiérosolimitain. C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Jérusalem. Quel enfer! Parce que la ville s'appelait en grec Hierosolima. Alors qu'en hébreu c'est Yerushalayim. Quel enfer! Donc, je sais pas si Jérusalem a été déjà pris, je sais pas. Je sais pas. Je n'en ai aucune idée. Pourquoi quel enfer? C'est super dur à retenir. Bon, alors, il se trouve que le stream est sponsorisé pendant 2 semaines, je crois, par HelloFresh. C'est pour ça qu'il y a une commande et pour ça qu'il y a un truc qui pop-up là, ici, depuis tout à l'heure. Et donc, je suis censé faire un unboxing en live. Petite subtilité, j'ai reçu mes denrées hier matin. J'allais clairement passer hier, c'est l'anniversaire de ma femme. Et donc,
Et donc, je vais vous refaire un unboxing comme si j'avais vraiment les choses. Donc je vais tout remettre dans le carton et je vais tout ressortir en faisant waouh. D'accord? Comme ça, personne, tout le monde, enfin, on n'y verra que du feu.